سحب السمو الملكي، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي وسادتي، أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، صباح الخير، أهلا وسهلا في باريس. أنا سعيد جدا بمشاركتي في هذا المنتدى الرائع من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية والاتحاد المصرفي الفرنسي. لو تسمحوا لي أنا سوف أتكلم باللغة الفرنسية. أنا في باريس وعندكم ترجمة. Votre Altesse royale, Monsieur le Président de l'Union bancaire arabe, Madame la Directrice générale de la Fédération bancaire française, Monsieur le Président de la Chambre de commerce franco-arabe, Messieurs les gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Bonjour à toutes et tous, je suis extrêmement heureux de pouvoir m'exprimer ce matin au nom du ministère des Affaires étrangères et de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de ce sommet économique et bancaire euro-méditerranéen. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette journée pour nous offrir cet espace de discussion et, comme ça a été mentionné par les orateurs précédents, cet espace aussi d'optimisme et d'espoir. Nous vivons en effet dans un contexte brutal qui change vite et malheureusement de façon souvent violente. Le retour de la guerre en Europe via la persistance du conflit en Ukraine, le regain d'élargissement des tensions au Proche-Orient, en particulier la guerre entre Israël et l'Iran, qui s'ajoute au terrible conflit de près de 2 ans à Gaza, les perturbations majeures du trafic maritime en mer Rouge témoignent de cette brutalité des relations internationales qui mettent en question l'ordre international multilatéral hérité de la Seconde Guerre mondiale. À cela s'ajoute une fragmentation croissante du commerce mondial, marquée par la montée des protectionnismes, au premier chef celui de la nouvelle administration américaine, mais aussi des questions de souveraineté économique qui remettent en cause même les principes du libre-échange qui a pourtant apporté plus de prospérité, de croissance dans le monde ces dernières décennies. Alors dans ce contexte, permettez-moi de rappeler en quelques mots les positions de la France, tout d'abord face aux tensions qui touchent votre région. La France, ça a été rappelé par le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, soutient les efforts en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Nous appelons à la cessation immédiate des frappes de part et d'autre contre les infrastructures énergétiques, administratives, culturelles, naturellement contre la population civile. La France, avec ses partenaires du E3, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne, est disponible pour reprendre des discussions sérieuses sur la question nucléaire iranienne, point sur lequel la position de la France n'a jamais varié depuis les négociations du JCPOA il y a 10 ans. Et c'est dans ce contexte que M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rend aujourd'hui à Genève avec ses homologues allemands et britanniques et la secrétaire pour les affaires étrangères et la sécurité de l'Union européenne pour engager un nouveau dialogue avec leur homologue iranien. Nous avons toujours considéré que la solution au problème nucléaire et balistique iranien ne pouvait être que diplomatique. La France est évidemment préoccupée, comme vous l'êtes toutes et tous, par la prolifération nucléaire en cours en Iran, confirmée dans le dernier rapport de l'AIEA. Une bombe atomique iranienne serait une menace existentielle pour la région, y compris pour l'Europe. Alors la situation actuelle et cette montée des tensions entre Israël et l'Iran, elle plaide aussi plus que jamais pour obtenir immédiatement un cessez-le-feu à Gaza. Les 2,5 millions de civils palestiniens restent hélas confrontés à une situation inhumaine et intolérable. Les attaques quotidiennes ces dernières semaines contre les civils qui vont chercher simplement de quoi manger,
Le blocus humanitaire sont inacceptables. La reprise de l'aide humanitaire, la libération de tous les otages, le réenclenchement d'un processus politique en vue d'une solution à deux États restent les objectifs clés de la diplomatie française. La conférence internationale sur la solution à deux États, que la France coprésidera avec l'Arabie saoudite, a été reportée du fait des événements dans la région et de l'impossibilité pour de nombreux leaders du Moyen-Orient de se rendre à New York. Mais, je vous l'assure, elle sera reconvoquée le plus vite possible. La solution à deux États, c'est la seule voie crédible pour parvenir à un règlement durable du conflit. La dynamique en cours à l'approche de cette conférence avait commencé à produire des résultats. Je cite par exemple les engagements pris par le président de l'autorité palestinienne pour la démilitarisation de Gaza et la réforme de la gouvernance palestinienne. Soyez assurés que la détermination des autorités françaises à reconnaître l'État palestinien est intacte. Alors dans ce contexte, hélas, il n'y a pas que la guerre avec l'Iran et la Palestine. Nous n'oublions pas les situations dramatiques au Soudan et au Yémen, deux pays qui sont déchirés par des guerres civiles, qui impactent la population civile. L'ONU les considère comme parmi les plus graves crises humanitaires au monde aujourd'hui et qui menacent également la stabilité régionale. Alors dans ce contexte très inquiétant, eh bien, il y a d'autres dynamiques plus positives, quoique fragiles, qui sont à l'œuvre dans la région. Je pense bien sûr à l'effondrement du régime de Bachar el-Assad. Une nouvelle page s'est ouverte en Syrie. Notre intérêt, c'est d'œuvrer avec lucidité à la stabilisation du pays, à l'amélioration des conditions de vie des Syriens, au retour des réfugiés et à la lutte contre le terrorisme. Le dialogue qui a été établi avec les autorités de transition et la levée des sanctions nous offre un espace pour agir ensemble, Européens et pays arabes. L'évolution de la situation régionale a également abouti au Liban à la sortie de l'impasse institutionnelle, issue que nous avons soutenue et qui ouvre également des perspectives encourageantes. L'envoyé spécial du président de la République pour le Liban, M. Jean-Yves Le Drian, a effectué récemment une visite au Liban. La priorité pour engager le redressement du pays reste bien sûr la mise en œuvre des réformes économiques et financières, mais elle implique aussi que nous continuions à œuvrer à la consolidation du cessez-le-feu avec Israël et au retrait des troupes israéliennes du sud Liban. Alors, il est également important de rappeler, surtout dans ce contexte très inquiétant que nous traversons, eh bien que cette région, Afrique du Nord et Moyen-Orient, que vous représentez aujourd'hui, à laquelle la France est intimement liée par l'histoire et les liens humains, ça a été rappelé par Monsieur le Président de la Chambre de commerce, et cette région s'affirme aussi comme un espace d'opportunité, et c'est pour cette raison que la France souhaite y consolider ses partenariats historiques. D'abord, bien sûr, avec le Maghreb, qui occupe une place tout à fait singulière dans cet espace et qui représente pour la France des partenaires de premier rang. Nos relations économiques sont d'une exceptionnelle densité en raison de nombreux facteurs, la proximité géographique, la présence massive de nos entreprises, la langue, les liens humains, les accords d'association européens. Le Maroc et la Tunisie, en particulier, sont totalement intégrés dans nos chaînes de valeur industrielles. Je pense à l'énergie, au textile, à l'automobile, à l'aéronautique, aux équipements, et sont des partenaires indispensables dans la relocalisation des chaînes de valeur. Alors, en dépit des défis importants auxquels chacun des pays du Maghreb sont encore confrontés, eh bien, la région offre d'importants potentiels. Nous avons fait le choix d'axer nos relations bilatérales sur des feuilles de route bien identifiées. Avec le Maroc, nous avons avec le Royaume un partenariat d'exception renforcé qui a été acté lors de la visite d'État du président de la République en octobre 2024. Avec l'Algérie, la déclaration d'Alger d'août 2022 reste à nos yeux d'actualité, même s'il est désormais nécessaire d'identifier des voies pour surmonter les tensions qui ont marqué nos relations ces derniers mois. Avec la Tunisie, où 1500 entreprises françaises sont implantées, nous avons la volonté de nourrir une relation d'une ambition similaire en préparant le Conseil intergouvernemental de haut niveau.
En Libye, nous continuons à encourager la réconciliation et l'unité nationale et nous encourageons en parallèle nos entreprises à reprendre le chemin de la Libye. La Mauritanie est aussi un partenaire important de la France avec lequel les relations se renforcent au cœur d'un espace sahélien troublé. Alors ensuite, au Proche-Orient, avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec l'Irak, 3 partenaires stratégiques, aux premières loges évidemment des bouleversements régionaux, la coopération est extrêmement dense et le dialogue politique très étroit. Étant donné les défis auxquels ces 3 pays font face, notre volonté, c'est de développer avec eux des partenariats solides, ambitieux, durables. Le déplacement du président de la République en Égypte lors de sa visite d'État en avril dernier a permis de rehausser également notre relation stratégique bilatérale. Alors je vais dire évidemment un mot sur notre partenariat avec les pays du Golfe. L'Union européenne inclut désormais la région du Golfe dans sa conception du partenariat avec la Méditerranée. Comme vous le savez, j'ai passé les 7 dernières années de ma carrière dans le Golfe en tant qu'ambassadeur aux Émirats arabes unis, puis dans le Royaume d'Arabie saoudite, et je mesure parfaitement le potentiel immense que représentent les pays du Conseil de coopération du Golfe. Un havre de stabilité et de prospérité dans un océan d'instabilité. Nous entretenons avec chacun de ces pays des relations anciennes et stratégiques. Le Golfe est aujourd'hui un pôle extrêmement dynamique de l'économie mondiale, tourné vers le futur, vers l'innovation, et je pense qu'une partie de notre avenir s'y joue, pour plusieurs raisons évidentes. D'abord du fait du rôle diplomatique éminent joué aujourd'hui par ces pays. C'est une région dans laquelle nous devons investir, avec l'objectif aussi de travailler ensemble, d'affronter ensemble les enjeux globaux. Le rythme de nos échanges et de nos visites avec les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe témoigne de l'importance que nous accordons à cette région. Nous venons d'avoir le grand événement Vision Golfe cette semaine, avec 1000 participants, qui a illustré ces enjeux et qui a aussi illustré l'attrait qu'exerce la région pour les entreprises françaises. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis mondiaux présents et à venir ne doivent pas nous conduire ni à la fermeture, ni à la fragmentation. C'est dans la difficulté que les alliances se testent et que les économies apprennent à se transformer. La résilience suppose l'ouverture, évidemment une ouverture pensée, organisée, équilibrée. Et c'est dans ce contexte que le dialogue économique euro-arabe que nous organisons aujourd'hui devient d'autant plus stratégique parce qu'il permet d'anticiper, de stabiliser et d'agir. Les pays arabes, à nos yeux, ont un rôle essentiel à jouer pour bâtir les fondations d'un avenir résilient et durable autour de la Méditerranée. Les acteurs économiques que vous êtes font partie des meilleurs avocats d'un Moyen-Orient en paix, de relations apaisées entre l'Europe et le monde arabe. Et la diplomatie française sait qu'elle peut compter sur vous et elle voit en vous de nombreux alliés. Cet espace qui est élargi euro-méditerranéen, qui est élargi à l'ensemble des pays arabes, ce n'est pas moins de 900 millions de consommateurs, des complémentarités naturelles dans des secteurs clés pour l'avenir de nos économies et de nos sociétés, comme l'énergie, la logistique, l'agroalimentaire, la santé, le numérique, la culture, l'éducation. Il bénéficie d'une profondeur historique et d'une intégration économique remarquable. Les faits sont là, j'en cite quelques-uns. En 2024, les échanges commerciaux de biens entre l'Union européenne et les pays de la Ligue arabe ont dépassé 400 milliards d'euros, soit une hausse de 20% par rapport à 2019, avant l'épidémie du Covid. L'Europe, c'est le premier partenaire commercial de nombreux pays arabes et souvent l'un des 3 premiers dans les pays du Golfe. Cette interdépendance, c'est une force. Nous devons absolument bâtir ensemble des outils de résilience partagée. La résilience, c'est le thème de ce sommet. Elle doit s'incarner, cette résilience, dans des choix concrets. D'abord, accélérer la diversification de nos économies respectives. Nous sommes, vous comme nous, engagés dans des transitions. La transition énergétique, la transition digitale, tout en accélérant évidemment, Madame la directrice l'a rappelé, la simplification administrative pour faciliter les échanges et les investissements. Ensuite, il nous faut co-investir dans des infrastructures durables, à la fois physiques, numériques, pour relier davantage les économies européennes et arabes. C'est l'objectif, par exemple, de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne, qui prévoit 300 milliards d'euros dans des projets d'infrastructures numériques, énergétiques, de mobilité, d'éducation, de santé, dont plusieurs en Afrique et dans le monde arabe.
C'est aussi le sens de l'initiative IMEC, India Middle East Europe Corridor, qui doit relier l'Inde à la Méditerranée en passant par le Golfe. Enfin et surtout, il nous faut ensemble miser sur le capital humain. Ça a été rappelé, les jeunesses à la fois au nord et au sud de la Méditerranée sont en attente de changement et l'avenir se construit avec ces jeunes générations. Il faut prévoir leur éducation, leur formation et aussi encourager leur capacité à innover. Alors pour développer et concrétiser cet agenda, les banques, les institutions financières que vous représentez sont des acteurs absolument cruciaux. Vous irriguez les économies, vous financez les transitions, vous évaluez les risques, vous soutenez l'investissement, vous facilitez le commerce. Votre rôle ne se limite pas à celui de financeur, vous êtes aussi des partenaires de la résilience. Et je veux saluer ici le rôle absolument remarquable mené par l'Union des banques arabes, la Fédération bancaire française, pour favoriser ce dialogue et cette coopération constructive. En conclusion, mesdames et messieurs, je crois profondément en une capacité collective à créer de la valeur, à former, à investir, à innover. Face aux défis globaux, qu'ils soient géopolitiques, environnementaux, technologiques, aucun pays ne peut agir seul. La souveraineté du XXIe siècle ne s'oppose pas à l'interdépendance. Elle s'appuie sur des alliances solides, des règles claires, la réciprocité. Du côté français, nous avons la conviction que la diplomatie économique est un levier de résilience commune. C'est l'une des priorités du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mettre l'économie au cœur de notre action diplomatique, au service des entreprises, mais aussi au service de partenariats équilibrés, durables avec nos amis méditerranéens et nos amis arabes. Vous pouvez compter sur notre engagement et sur notre soutien. Je vous remercie de votre attention.